Eh bien, bonjour à vous tous et nous allons terminer ensemble cette dernière session du chapitre 2 de notre sommet Sauver le bien commun. Et nous allons le faire en nous projetant, pas simplement à cause du titre de cette session sur la feuille de route pour le prochain président, en nous projetant aussi parce que on va regarder un peu effectivement ce sommet, mais on va imaginer ce que pourrait être le chapitre 3. Je ne sais pas si on aura, comme la COP cette année, qui avait le chapitre 26. En tout cas, on sera très contents tous ensemble de se retrouver pour le chapitre 3. Mais on est aussi très heureux de lancer un nouveau projet entre Challenge et TSE. Et c'est un petit peu pour ça également que nous avons ici à Toulouse, autour de moi, Jean Tirole et Christian Gaulier, et puis que nous avons depuis Paris Philippe Aguillon, que je vois sur l'écran de retour et donc qui est là avec nous, parce que nous allons lancer, sans même attendre un nouveau sommet, une nouvelle rubrique qui est quasiment coproduite entre TSE et Challenge, qui va s'appeler les économistes du bien commun, cette notion qui est si chère effectivement à Jean Tirole, qui a écrit son fameux livre, qui est si chère également à Challenge et son directeur Claude Perdriel. Et vous retrouverez chaque semaine dans Challenge, à partir de la semaine prochaine, un économiste du bien commun qui fera une chronique. Alors bien sûr, il y aura Jean, il y aura Christian, il y aura Philippe. Il y aura aussi Stéphanie Stancheva depuis Harvard, qui n'a pas pu être aujourd'hui avec nous en direct puisqu'il y a des petits problèmes de décalage horaire. Et puis Paul Krugman, qui est déjà un des habitués des colonnes de Challenge. Alors je les rassure, ça ne sera pas tous chaque semaine, mais vous tournerez et on vous retrouvera comme ça ainsi chaque semaine pour tous ceux qui ont besoin de rester fidèles à cette notion du bien commun. Et merci, grâce à vous trois, de cette petite page de publicité que vous me permettez de faire pour Challenge. Alors, revenons au titre donc de cette session. Feuille de route pour le prochain président, le jour même d'ailleurs où on va connaître un peu son gouvernement. On va être assez pragmatique et je vais vous demander d'abord quelle est selon vous la mesure la plus importante à prendre durant le prochain quinquennat. Jean. Oui, pardon. Le quinquennat est le quinquennat du climat, donc c'est évidemment un sujet majeur sur lequel on s'est beaucoup exprimé dans la commission avec Olivier Blanchard, dont Christian faisait partie d'ailleurs. Évidemment, c'est très important. Donc là, il y a une question de perception déjà qu'il va falloir s'en occuper. C'est-à-dire qu'il y a un contraste absolument saisissant entre le consensus quasi total mondialement des économistes en faveur d'une tarification du carbone substantielle, de sorte de donner les bonnes incitations et enfin d'avoir un projet ambitieux, parce que jusqu'ici, les 30 dernières années, on n'a pas eu de projet ambitieux sur le climat. Donc vraiment faire quelque chose pour le climat, et puis l'opinion publique qui est quand même assez hostile, et pas seulement en France, il faut bien dire. Donc déjà, évidemment, il faut faire un prix du carbone fait beaucoup mieux que ça a été fait jusqu'ici, en enlevant toutes les exemptions, parce que non seulement c'est très inefficace, mais c'est aussi très injuste, ça ouvre la porte au lobby. Aussi, la compensation, faire en sorte évidemment que les plus démunis soient compensés pour ça, et c'est faisable. Des taxes aux frontières, évidemment, pour éviter que nos industries intensives en carbone se délocalisent vers des pays à taxation faible. Il faut beaucoup de recherche et développement, ça c'est très important, et donc avoir des mécanismes intègres qui permettent de nous doter de financement public, mais comme je le disais dans la séance précédente, vraiment faire en sorte que l'allocation de ces fonds soit intègre et soit efficace pour créer des bons écosystèmes universités, mais aussi bien sûr entreprises privées qui développent ça. Et il faut faire avec ce qu'on a. Le nucléaire, qu'on soit pour ou contre le nucléaire, je crois que c'est impossible de s'en passer, sinon ça va être désastreux pour la planète. On a la chance d'avoir une énergie décarbonée en France, et donc il faut continuer dans cette voie. Enfin, il y a évidemment énormément de choses à dire sur ce sujet, mais ça me paraît tout à fait capital.
Alors, Philippe Aguillon, tu es donc professeur au Collège de France à l'INSEAD. Merci aussi de rejoindre l'équipe des économistes du bien commun. Je sais que tu n'aimes pas la manière dont je pose cette question parce que tu la trouves un peu réductrice, mais pour toi, quelle est la mesure la plus importante à prendre? Donc évidemment, Jean vient de mentionner ce qui va être un des piliers certainement du prochain du quinquennat qui commence, et je sais que Christian parlera des retraites, qui est aussi un autre pilier de ce qui va se faire bientôt. Tu m'as demandé de parler de politique industrielle. Le constat, c'est que, mis à part le nucléaire, l'aéronautique et le luxe, la France a enregistré un déclin industriel dans tous les secteurs depuis le milieu des années 90. Et ce déclin explique que notre déficit commercial ait dépassé les 84 milliards d'euros en 2021, tandis que cette même année, l'Allemagne montrait un excédent commercial de 183 milliards d'euros. Alors en fait, ce déclin industriel, on peut montrer qu'il reflète avant tout un déficit d'innovation. Parce qu'en fait, tous les secteurs où on a décliné, c'est parce qu'on décline en termes de production de brevets, et de brevets de bonne qualité notamment, ce qu'on appelle les brevets triadiques, qui sont reconnus par les Américains, les Européens et les Japonais. Donc, en fait, il n'y a que dans le nucléaire et l'aéronautique et le luxe, mais qu'on a conservé le leadership technologique. Alors, pour retrouver ce leadership, il faut tout un écosystème d'innovation. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'attaquer à la recherche fondamentale. Aux États-Unis, ils ont des universités très bien financées, ils ont des grandes agences de recherche beaucoup mieux financées que chez nous, ils ont du capital risque et des investisseurs institutionnels beaucoup plus développés que chez nous. Ils ont la fameuse DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, pour tout ce qui est défense et espace. Ils ont la BARDA, Biomedical Advanced Research Development Authority, dans le domaine des bio. Et nous, on n'a pas cet écosystème. Donc, on doit reprendre tout l'écosystème d'innovation, depuis la recherche fondamentale jusqu'aux applications. Et puis, enfin, je ne veux pas être trop long, le crédit impôt recherche. Le problème, c'est que notre crédit impôt recherche, il est mal ciblé. Il est trop ciblé vers les gros et pas assez vers les petits. Or, les grandes innovations, les meilleures innovations en France viennent plutôt des PME ou des PME innovantes. Et nous, on a un système très particulier qui fait que 40%, à peu près, entre 35 et 40% du total du crédit impôt recherche va aux 100 plus grandes entreprises en France. Et dès qu'on touche à ça, les entreprises font le chantage à la délocalisation. On dit « Ah, vous faites ça, je délocalise ». Mais l'environnement fiscal a beaucoup changé depuis 5 ans. Grâce à Emmanuel Macron, on a baissé les impôts de production, on baisse l'impôt sur les sociétés, on a changé la fiscalité sur le capital. On ne peut plus faire le chantage à la délocalisation comme on le faisait il y a 5 ans. Donc, il y a un vrai débat à avoir sur comment refonder le crédit impôt recherche et davantage le cibler vers les petites et moyennes entreprises. Voilà, voilà quelques pistes. Merci Philippe pour avoir choisi ce que tu avais un petit peu de mal à faire, tant les autres priorités t'importaient. Alors donc, Christian, tout le monde le sait ici à Toulouse, tu diriges donc TSE. Quelle est pour toi la mesure la plus importante pour le président ? Merci Vincent. D'abord, je voudrais revenir 2 secondes sur le point climat, qui est manifestement, vous l'avez compris, un sujet de préoccupation majeure et d'intérêt scientifique en ce qui me concerne. Je remarque quand même, et ce n'est pas une surprise pour moi, que Jean partage totalement les points de vue que j'ai développés hier à la table ronde. Il semblerait que dans les activistes qui nous ont un petit peu occupés hier matin, il y avait l'impression que TSE ne pensait pas la même chose que moi. Voilà quand même la belle démonstration que non seulement le président honoraire de la fondation Jean Tirole est totalement aligné sur le même sujet, mais l'ensemble de mes collègues à TSE partagent ce point de vue. Donc nous sommes des écologistes économiques rationnels et nous réalisons combien il est important de mettre en œuvre des politiques climatiques qui soient efficaces et qui permettent d'atteindre nos objectifs écologiques à moindre coût pour la population. Donc moi, je voulais parler effectivement de retraite. Bon, il se fait que j'ai une tradition familiale. Mon père était actuaire en Belgique et avait aidé le gouvernement belge dans les années 70. Et moi, j'ai été nourri à ces problématiques d'équilibre des retraites et de garantie de capacité des États à fournir des revenus pour les personnes âgées qui ne peuvent plus travailler. Bon, aujourd'hui, on est dans une situation un peu complexe en France. Je pense que dire il y a équilibre
du financement n'est pas en soi une démonstration que le système est efficace. Hein. Quand vous avez des mécanismes où les coûts sont socialisés, les bénéfices sont privés, qui est essentiellement le cas dans la problématique de la retraite, parce que la retraite est financée par la communauté et les bénéfices de la retraite sont évidemment privés en termes de loisirs et de revenus. Donc il n'y a aucune garantie dans le mécanisme comme ça, dans lequel nous sommes en France, d'avoir un système dans lequel le compromis travail-loisir, création de valeur sociétale loisir est au niveau désirable. Et donc, voilà, je pense le président de la République a déjà montré dans le passé son appétence à essayer de réfléchir à revaloriser la notion de travail. Donc, je pense qu'il pense on donne trop d'importance au développement des loisirs par rapport à l'intérêt général, par rapport au bien commun. Donc, moi, ce que je propose, c'est d'avoir une réforme de retraite qui différencie bien les deux dimensions de notre système de retraite moderne, avec d'une part une base solidarité, c'est-à-dire avec une retraite minimum qui soit financée par l'impôt, et puis un système de retraite qui soit basé sur des décisions individuelles. Chacun prend sa décision, parce qu'après tout, le compromis pouvoir d'achat, loisir, c'est quand même une décision fondamentale et pour lesquelles il peut y avoir beaucoup d'hétérogénéité dans la population. Il y a des jobs super passionnants, il y a des gens qui ont des loisirs super passionnants, il y a des gens qui accordent beaucoup d'importance à leur pouvoir d'achat. Tout ça devrait faire que la décision de meilleur compromis entre le pouvoir d'achat et le loisir devrait être individuelle. Le système actuel ne le fait pas. Donc, ce que je propose, c'est d'avoir un deuxième pilier, le fondamental, hein, au-delà du minimum retraite organisé par l'État, avoir un système de retraite par points où vous avez une décision individuelle de départ d'âge à la retraite qui soit fondée sur un mécanisme actuariel, c'est-à-dire les gens qui ont une espérance de vie très longue devraient, pour garder le même niveau de retraite, travailler plus longtemps, de manière à ce que tout le monde, chaque point, chaque euro contribué donne la même rente viagère, et laisser chacun choisir sa date optimale de départ à la retraite. En tout cas, là, Christian, je ne sais pas si dans son gouvernement, Macron va te proposer le poste de ministre du Travail, parce que ça n'a pas l'air de ressembler vraiment à ça. Philippe, est-ce que par rapport aux retraites, on n'avait pas prévu d'en parler ensemble, mais tu regardes ça quand même attentivement. Tu as eu hier un article dans Les Échos où tu fustigeais un petit peu les projets de Mélenchon, et notamment le fait qu'il y avait ce programme d'avoir une approche totalement, alors pour le coup univoque, de retour sur les 60 ans. Est-ce que tu abondes dans ce que vient de dire Christian Gaulier, ou est-ce que tu es plus macroniste par rapport à ça? En tout cas, on a compris en lisant Les Échos hier que tu n'étais pas mélenchoniste. Ça ne nous surprend pas au pays des économistes du bien commun. Oui, donc d'abord, je vais dire que dans le rapport, je vais faire le publicité pour le rapport Blanchard-Tirole. Donc, il y a le très très bon chapitre que Christian a coécrit sur le climat, et il y a un excellent chapitre également sur la réforme des retraites, avec de grandes idées pour comment, à long terme, restructurer le système de retraite. Mais je pense que nous avons un peu une urgence maintenant, et ça se relie un petit peu au deuxième point dont je parlerai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut, à court terme, augmenter la durée de cotisation. On a un problème d'équilibre de nos retraites, et on doit donner aussi un signal très fort au marché financier et à nos partenaires européens pour pouvoir faire un certain nombre d'investissements. Mais ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et pour cela, il est urgent d'augmenter la durée de cotisation, parce que les alternatives pour équilibrer le système des retraites, c'est de baisser les prestations ou d'augmenter les cotisations. Et tout ça, c'est assez régressif, parce que ça fait baisser le pouvoir d'achat, et c'est mauvais pour l'économie dans son ensemble et l'activité économique dans son ensemble. La seule mesure qui n'est pas régressive, c'est l'augmentation de la durée de cotisation. Donc, il va falloir, à court terme en tout cas, négocier l'augmentation de la durée de cotisation, le faire peut-être d'une manière où on peut embarquer, si on peut, la CFDT et Laurent Berger, ça serait bien,
peut-être la référence à l'âge minimum n'est pas indispensable de ce point de vue-là, mais plutôt parler d'augmentation de la durée de cotisation. Ça, si disons, c'est dans le court terme, mais à plus long terme, je pense que les idées développées dans le rapport Blanchard-Tirole sont des idées très importantes qu'il faudra méditer pour une réforme plus en profondeur, à plus long terme du système des retraites. Je ne sais pas si je réponds un peu à ta question. Jean, qu'est-ce qu'il y a? J'ai plus en tête le rapport, puisque ça a maintenant 1 an, dans le rapport sur les retraites qu'on pourrait conseiller à Macron de relire. Bon, d'abord, Christian et Philippe ont déjà beaucoup dit. Je voudrais rajouter un point quand même sur la nécessité de faire une réforme, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de contestations. On dit on n'a pas besoin de réforme, le régime est en surplus. Valérie Rabault l'a dit hier, Voilà. noir sur blanc, après l'intervention, effectivement, de Peter Diamond. Si vous voulez, vous avez 4 façons de financer le régime des retraites. La première, c'est les cotisations sociales. C'est 27,5% de votre feuille de paye. Enfin, c'est quand même assez élevé. C'est le plus élevé pratiquement dans le monde. Vous avez les subventions publiques, et on a ça aussi, parce qu'il y a aussi des subventions publiques. Après, vous pouvez baisser les retraites. Et après, vous avez évidemment l'allongement de la durée de vie. Et donc, les projections qui ont été faites par le corps sont très optimistes, parce qu'elles sont basées sur des croissance de la productivité qui sont, même dans le pire des scénarios, qui sont supérieures à ce qui a été observé historiquement. Donc c'est très, très dangereux. L'autre chose, c'est que ce qui se peut, c'est que les retraites elles-mêmes baissent. Alors pour l'instant, elles sont relativement élevées en Europe en France par rapport à l'Europe, mais qu'elles baissent parce qu'elles sont indexées sur l'inflation plutôt que par rapport que sur la productivité. Ça veut dire que sur les salaires. Et donc, ça pose des tas de problèmes. L'autre chose qui est importante dans le rapport, je pense aussi, c'est que, comme dans tous les sujets un peu difficiles, c'est qu'il faut des mesures complémentaires. C'est-à-dire que c'est augmenter la durée de travail. Moi, je suis pour. Mais il faut aussi que les gens puissent avoir un travail. Et là, on n'est pas des modèles en France là-dessus pour le travail des seniors. Donc, il faut en faire en sorte que les seniors puissent travailler. Il faut faire en sorte qu'ils aient envie de travailler. Et il y a des tas de façons de leur donner de la formation continue, les autoriser à changer de job, avoir des mi-temps pour passer une transition entre le temps plein et la retraite, etc. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et puis la pénibilité qui est quand même cruciale. Il faut responsabiliser les entreprises par rapport à la pénibilité, de sorte qu'elles fassent attention au bien-être de leurs salariés plus qu'elles le font actuellement. Donc voilà, c'est un certain nombre de sujets qui manquent, bien sûr. Alors, je viens à ma deuxième question que je vous pose à chacun. Gouverner, je crois que c'est Mendes France qui l'avait dit, c'est choisir. Donc, quand on est président, le sujet le plus difficile, c'est choisir et donc de trancher. Christian, oui. Par rapport à un débat que tu vas choisir, quelle est, à ton sens, la plus grande difficulté, le plus grand débat que le président aura à trancher? Après des années compliquées de crise financière, de Covid, où on a appliqué à tout va et très souvent avec raison le principe de quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, une des grandes difficultés, je pense, auxquelles la France, mais pas la seule, est un pays qui doit revenir à la réalité financière, qu'on ne peut pas dépenser à tout va, qu'il y a une contrainte budgétaire, que si on emprunte, il faudra rembourser. Et donc, moi, je suis d'accord avec ce que Philippe disait hier, c'est-à-dire que revenir sur Maastricht, parce qu'effectivement, il y a une série de problématiques d'investissement long terme qu'il faut, qui si on restait dans les 3% de Maastricht, conduirait à des grandes difficultés. Moi, je pense qu'il faut revenir aussi à l'idée générale qu'un investissement socialement désirable, si le coût initial d'investissement est inférieur à la valeur présente des bénéfices sociétaux qu'il engendre. Donc moi, je voudrais juste faire un bémol sur ce que Philippe a dit hier. Effectivement, avoir une capacité d'investissement public rénovée, mais combinée avec reconnaître que la dépense publique a un coût, que ce coût doit être en regard d'une création de valeur sociétale, et donc il faut remettre en œuvre une discipline budgétaire qui soit combinée avec une capacité d'évaluation de la politique publique. Il faut que chaque euro investi en France
France soit un euro qui crée de la valeur sociale au moins supérieure à 1 euro. Et ça, aujourd'hui en France, alors qu'on est quand même le pays de l'évaluation des politiques publiques, on a quand même encore beaucoup de choses à faire, que ça soit hier, une discussion avec Pascal Canfin sur l'évaluation de la politique climatique. Je pense qu'il y a plein de choses à faire là-dedans. Ce que j'ai dit tout à l'heure sur les retraites, évaluer la bonne date de l'âge à retraite, de départ à la retraite, c'est une question de coût-bénéfice qu'il faut aussi remettre sur le métier, etc. Donc remettre la rigueur budgétaire et la capacité d'évaluation des politiques publiques du point de vue du bien commun. Alors Jean Tirole, le sujet le plus délicat à trancher pour le président. Un sujet, j'adhère tout à fait à ce qu'a dit Christian, bien sûr. Un sujet très important, c'est évidemment les inégalités, qui est une autre bombe à retardement. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on discute, c'est tous les échecs du politique vis-à-vis de ces politiques qui, à court terme, n'ont pas beaucoup d'importance et à long terme ont une importance cruciale, que ce soit le climat, que ce soit les retraites, que ce soit la dette. On accumule, et puis à un moment, ça devient extrêmement compliqué. Et les inégalités, c'est pareil. On a des inégalités où en France, qu'on redresse relativement bien grâce à la fiscalité, aux transferts sociaux. Mais par contre, l'inégalité des chances en France est monumentale. Donc on le sait, il faut investir en éducation, dans les soft skills entre 0 et 6 ans. Il ne faut pas aller dans le rattrapage sans arrêt. Il faut faire des tas de choses, la formation, l'apprentissage. C'est une réforme. Oui, mais Jean, j'ai pas l'impression que sur le sujet, ça soit si difficile à trancher. Il y a un consensus. Moi, là où je voudrais vous pousser un peu dans vos retranchements, c'est sur des sujets sur lesquels il y a une opinion qui diverge, de quel côté le président doit faire pencher le balancier sur la question des inégalités. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus. Sur les inégalités de formation, d'éducation. Prenons l'éducation. Aujourd'hui, on a besoin de profs de maths et de sciences pour que nos enfants aient une éducation correcte en matière de sciences qui leur donnera des good jobs. Est-ce qu'on est prêt à payer plus, par exemple, les profs de maths et de sciences ? Ils ne veulent pas, il n'y a même pas de candidats. Donc c'est un sujet parmi tant d'autres. Sur l'éducation, je ne suis pas sûr. Je suis sûr dans cette salle, il y a un consensus. Mais aujourd'hui, il y a une remise en cause de la méritocratie qui est considérable, y compris parmi les intellectuels américains, qui disent que d'une part l'égalité des chances n'existe pas, mais ça c'est vrai, et d'une certaine manière c'est une déclaration d'amour à la méritocratie, mais sur d'autres choses aussi. Par exemple, ils disent que la méritocratie ça crée une foire d'empoigne, c'est-à-dire que les gens sont en concurrence pour l'argent, pour le prestige. Ils oublient aussi de dire que ça crée de la croissance et ça crée des impôts qui nous permettent de financer les biens publics et la redistribution. Et puis cette dignité, ça c'est un argument auquel il va falloir plus réfléchir aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, il y a effectivement une classe dominante qui pense qu'elle mérite entièrement ce qu'elle a gagné. Ce qui est en partie vrai et en partie faux, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas totalement responsables de notre famille, du choix de famille en quelque sorte, de notre QI, des conditions diverses dans lesquelles on a été, et puis de nos collègues, etc. Donc il y a tout un facteur chance. Et ça a un impact à la fois en termes de démoralisation de ceux qui ne sont pas dans cette élite. Ça crée du populisme, et d'autre part, ça justifie un peu, en tout cas aux États-Unis, beaucoup moins en France, l'absence de redistribution. Et donc là, c'est vraiment, nous, intellectuels, on doit faire face à cette critique assez forte dans la population et chez certains intellectuels de la méritocratie. Et la question qu'on doit se poser, bien sûr, c'est si on abandonne la méritocratie, qu'est-ce qu'on utilise ? Et là, c'est très inquiétant, effectivement. En tout cas, c'est certain qu'effectivement, l'exemple des maths était bon, parce que là, on a vu qu'effectivement, on s'était défié de la méritocratie. Cher Philippe, sur ce sujet délicat de la mesure la plus délicate à trancher, qu'est-ce que tu mettrais en avant ? Tu évoquais hier Maastricht, est-ce que c'est toujours ça ? Oui, donc voilà, donc tu m'avais demandé de parler de ça aujourd'hui à nouveau. Donc d'abord, je souscris totalement à ce qu'a dit Christian et ce qu'a dit Jean. Sur les écoles, justement, dans le monde d'aujourd'hui, je fais la pub pour un autre journal. Dans un autre journal aujourd'hui, je sors un papier sur les externats d'excellence. Donc, je crois que, et c'est très important, ça rejoint ce que dit Christian, c'est-à-dire que tout investissement public doit être accompagné d'une bonne gouvernance et de se soumettre à des critères de performance. Tu investis dans l'éducation, ça doit être pour des écoles qui sont organisées autrement, qui permettent le suivi des élèves et avec des objectifs PISA et de tests qu'on peut vérifier.
tu investis dans la politique industrielle, la gouvernance doit être là et tu dois avoir des objectifs en termes de brevets ou en termes d'autres mesures de performance que tu peux vérifier. Je crois que c'est fondamental d'introduire cette culture de la bonne gouvernance et de la performance et de se soumettre à des tests de performance. Que ce soit la santé, parce qu'il va falloir aussi refaire le système de santé, l'éducation, le climat, je pense qu'il faut vraiment se soumettre à ça. Alors je veux juste, moi, sur ce que tu m'avais demandé de dire voilà, jusqu'à présent, effectivement, pour décider si un pays européen est dans les clous ou pas de la zone euro, on se borne à vérifier que sa dépense publique, que son déficit ne dépasse pas 3% du PIB. Or, toutes les dépenses ne se valent pas. Il y a d'un côté les dépenses publiques récurrentes et improductives, par exemple celles qui sont occasionnées par le déficit structurel du système de retraite, le millefeuille territorial. Ça vous donne des dépenses récurrentes inutiles souvent. Et il faut réduire ces dépenses. Donc la réforme des retraites, donc réformer l'État, etc. Et de l'autre côté, il y a des dépenses utiles dans la croissance et dans la transition écologique. Il faut investir dans la croissance parce que si vous investissez dans la croissance, vous augmentez le différentiel entre le taux de croissance et le taux d'intérêt et donc vous augmentez votre solvabilité à long terme. C'est ça qui est très important. Tout ce que je peux faire pour augmenter mon taux de croissance à long terme améliore ma solvabilité, ma capacité de repayer ma dette à long terme. Donc c'est un bon investissement du point de vue de la dette. Et puis il faut également investir dans la transition écologique pour rendre notre croissance plus verte et pour réduire notre dépendance énergétique. On voit bien en ce moment le drame de l'Allemagne et d'autres pays qui sont dépendants du gaz russe. Nous, on est beaucoup moins dépendants. Alors en fait, compte tenu, donc il faut en même temps, pour pouvoir, et c'est ce que Draghi a fait. Draghi en Italie, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis d'accord avec les autorités européennes. Il a dit, je poursuis la réforme de l'État en Italie, mais en échange, vous me donnez le feu vert pour emprunter davantage avec les fonds européens, mais j'emprunte encore davantage pour investir dans l'éducation, dans la santé, dans le renouvelable, dans le numérique, etc. Et c'est ça, c'est ce en même temps qu'il faut faire. Vous voyez, d'un côté, je m'engage à réduire les dépenses récurrentes, d'où l'importance et l'urgence de la réforme des retraites. Tout repose. Il faut que cette réforme des retraites se fasse d'ici Noël, parce que cette réforme des retraites nous donne un leverage énorme pour pouvoir faire ces investissements que nous devons faire dans l'éducation. Ne revenons pas sur les retraites. Et je pense que ton en même temps, il va aller très très bien à Macron. Il n'aura pas le mal à trancher en faveur de la proposition à Guillaume. Hein. Alors, on va terminer parce qu'il faut qu'on se sépare. C'est très triste tout ça. Mais je voulais vous demander à l'un et à l'autre, puisque Philippe, on t'a vu que simplement à l'occasion des sessions que tu nous as fait le plaisir d'animer. Donc, Jean et Christian, quelle est la proposition, l'interrogation, la réaction qui vous a le plus marqué durant ces 2 jours de notre deuxième sommet? Jean. Oh, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, mais comme je viens d'une session avec Margrethe Vestager, je voudrais quand même dire la chance qu'on a eue de l'avoir. C'est quand même une des personnes les plus influentes en Europe et qui vraiment change les choses. Et il y a beaucoup de choses à corriger dans DMA et DSA, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental parce que ça touche à l'avenir de notre société, ça touche à l'avenir de nos économies. Et donc, il faut qu'on travaille, y compris les chercheurs de TSE et d'ailleurs. Ça sera peut-être pour le sommet du bien commun numéro 3, mais disons que à la fois on sait beaucoup et on sait très peu, et on s'en rend compte quand on voit ces lois nouvelles. On a des grilles pour déchiffrer, on a quand même pas mal de connaissances, et en même temps on découvre au fur et à mesure des nouveaux problèmes. Mais ça, c'est la nature de l'économie et des sciences sociales humaines. On découvre sans arrêt de nouveaux problèmes. Et donc, je vous donne rendez-vous au sommet du bien commun numéro 3. Et alors, Christian, toi, veut dire le camarade qui, à mes côtés, a essayé de contenir nos activistes qui nous ont donné du fil à retordre hier, qu'est-ce que tu dirais de ce sommet qui a vu l'irruption de la jeunesse? Effectivement, la matinée d'hier a été mouvementée et en même temps pleine de vitalité et je pense cette interpellation ne fait que renforcer, je pense, la volonté qu'on doit avoir d'aller au compte, que les scientifiques et en particulier les économistes et les sciences sociales aillent au contact des problématiques de notre société. Ils sont importants. On vit des moments difficiles, on vit clairement exprimé hier.
une polarisation de la société qui met, je pense, en danger notre avenir, la liberté, la démocratie. S'il y a des gens qui pensent qu'ils ne sont pas entendus, qui ne peuvent pas participer au débat public, on crée de la frustration, et cette frustration, Dieu sait où elle peut mener. Et donc je pense que ce type de manifestation ne fait que renforcer la volonté de TSE de continuer à aller au contact des désaccords, des défis auxquels nous sommes confrontés, qu'on crée des forums de discussion où chacun peut s'exprimer. Alors effectivement, on doit se renforcer dans notre capacité à aller voir aussi les ONG qu'on n'a peut-être pas fait suffisamment ces derniers temps. Donc faisons ça, faisons des sommets 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour effectivement aller tenter de pacifier et trouver des consensus là où des consensus peuvent être trouvés pour faire en sorte que notre société avance, puisse progresser dans le sens de l'intérêt général, dans le sens du bien commun. Mais en même temps, tu t'inquiètes d'une forme de méfiance qu'il y a vis-à-vis du progrès, vis-à-vis de la science. Oui, bien sûr, c'est extrêmement inquiétant. C'est extrêmement inquiétant que le rôle de l'expert, le rôle de l'expert s'est effondré. Avant, un professeur d'université, on peut apprécier ça différemment, mais le scientifique avait pignon sur rue et c'était peut-être trop parfois. Hein. Aujourd'hui, l'expert, il est dans une situation extrêmement délicate où il est critiqué pour le potentiel du caractère de son indépendance. Hein. Je voudrais rappeler que nous avons une charte d'intégrité scientifique à TSE qui nous impose un certain nombre de comportements vis-à-vis des partenaires que nous avons, et c'est important d'avoir ces partenaires à TSE. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a une vraie difficulté pour que les experts puissent éclairer le débat public de la science. Et quand même, si on existe aujourd'hui au XXIe siècle avec un niveau de prospérité tel qu'est le nôtre, c'est quand même un héritage du siècle des Lumières, c'est-à-dire cette capacité à réfléchir le monde à partir de la science. Je vois Philippe qui voulait faire un commentaire. Christian, par exemple, ce qu'on a fait collectivement, et je sais que Jean a joué un rôle important aussi au sein de l'Académie des sciences morales et politiques, on a fait un combat commun, et Jean est toujours très modeste, donc s'il ne le dit pas, je le dis à sa place, c'est de pousser pour réformer l'enseignement de l'économie en France. C'est très important. On apprend la physique, on apprend les sciences nat, mais on devrait, dès les plus petites classes en collège, enseigner l'économie et comprendre quels sont les mécanismes économiques pour permettre aux gens de penser par eux-mêmes. Quand ils voient des programmes économiques qui leur sont soumis, que par eux-mêmes, ils puissent voir, mais telle mesure, ça implique ça, qui implique ça, qui implique ça. Ça, on le sait faire en calcul, mais on ne sait pas le faire en économie. Et je crois que c'est très important de donner à tous les Français, tous les jeunes Français, l'accès à la compréhension de l'économie au meilleur niveau. Et ça, on peut le faire. Et on s'est bagarré pour ça. Et je crois qu'on a fait d'énormes progrès dans ce sens. En tout cas, je veux dire, tu viens de nous faire une page de publicité également formidable pour Challenge, parce que l'accès à l'économie, c'est bien ce qu'on aime faire chaque semaine. Et avant de nous retrouver donc dans un an pour le chapitre 3 du sommet Sauver le bien commun, j'espère bien vous retrouver chaque semaine dans Challenge avec les économistes du bien commun. Merci à vous tous pour ces 3 demi-journées que nous avons passées ensemble.